Yann, dis-nous un petit peu, donc rapidement, on va me présenter quelques slides dans un instant pour présenter l'entreprise, ce qui n'est pas facile toujours à expliquer. Moi j'ai eu du mal au début à comprendre. Donc l'entreprise s'appelle EP, EP.fr, c'est ça, sur l'URL, c'est ça? Exactement. Et donc, avant cela, donc, déjà, est-ce que tu nous racontais un petit peu ce que toi tu fais? Et surtout, pardon, d'où tu viens? Qu'est-ce qui t'a amené dans l'entrepreneuriat à la base? Ouais, donc moi j'ai 36 ans, une petite fille, une ex-femme, une femme et un chat. J'ai 2 chats, je te bats, mais j'ai pas de fille. Non, mais je donnais la chaîne pour savoir qu'est-ce qui était le plus compliqué. Et du coup, j'ai un profil, je viens d'un milieu très modeste avec des parents artisans et ouvriers. Mon trip ultime, c'était d'être footballeur professionnel, mais ils n'ont pas voulu. Donc du coup, j'ai fait une école de commerce jusqu'à remplacer, tu vois. J'ai fait ça à Caen. Enfin, je suis normand. J'ai fait ça. J'ai travaillé à Paris, à Londres, et j'ai fait notamment mes 5 dernières années de consultant à Paris. Donc ça m'a emmené jusqu'en 2007. Et puis le déclencheur, et qu'est-ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat? J'avais fait tout un tas de business depuis que j'avais 16 ans. Vendu du Tupperware, vendu des CD gravés, enfin bon, tout un tas d'activités. Okay, donc un vendeur dans l'âme. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis en 2007, je sais pas si vous vous rappelez, mais Grenelle de l'environnement, le film d'Al Gore, le climat change, etc. Et puis moi, je bossais pour EDF, donc c'était quand même plutôt... Enfin, j'étais consultant pour eux sur tout un tas de sujets. Et on parlait des 30 millions de logements à rénover en France, et la manière dont on en discutait à la fois dans les ministères, à la fois dans ces grandes tours, était pour moi très éloigné de comment ça se passait sur un chantier, puisque j'avais eu la chance d'en subir un certain nombre dans ma jeunesse avec mon père. Et donc voilà, et l'idée était de dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et quand on dit industrialiser, il faut monter, il faut de la technologie. Quand on dit que les gens vont investir 30 000 euros, il faut développer une expérience client, il faut développer un accompagnement, et il faut les accompagner sur la durée parce qu'on rénove jamais tout d'un coup. Donc voilà comment est né le projet Énergie Perspective. Donc je suis parti de Paris en me disant, quitte à monter une boîte, autant la monter dans un endroit qui me plaît bien, et Nantes me plaisait bien. Donc je suis allé m'installer à Nantes avec 0 € et des idées. Et puis voilà comment s'est créée en fait l'histoire. Énergie Perspective. Et donc, c'est-à-dire 0 € en poche. Donc, comment tu démarres? C'est beaucoup de gens qui disent mais j'ai pas d'argent, comment je peux démarrer? Comment c'est possible? En fait, là, j'ai trouvé. Tu sais, c'est toujours quand tu montes ce genre de financement, c'est. Enfin, au début, c'était un tout petit financement, mais c'est tu trouves 2 mecs que tu mets dans ton capital. Tu parlais de mentor tout à l'heure. J'ai pris un de mes anciens patrons qui était l'ancien directeur stratégique de chez Bull qui a dit ok, je veux bien mettre 10%. Je lui ai dit tu sais, c'est 1 000 €, c'était un capital à 10 000 €, tu mets 1 000 €. Je trouvais un de mes potes qui est aujourd'hui un de mes associés. Je lui ai dit écoute, mets 2 000 €. Je suis allé emprunter à titre personnel à la banque un truc en disant je vais acheter une voiture, j'ai eu 7 000 €. Ça m'a fait 10 000. Je suis allé voir une autre banque à qui j'ai dit j'ai 10 000 en capital, donc ils m'en ont prêté 30. Et puis voilà. Tout ça n'est pas très légal. Mais en fait, on est vachement intelligent quand on n'a pas d'argent. Incroyable. Donc, voilà, donc du coup, j'ai fait comme ça. Oui, j'avais pas d'argent. Waouh. Donc t'as réussi à avoir 30 000 de capital, t'as pu démarrer. Et là, qu'est-ce que ça fait avec ces 30 000 et comment ça a fonctionné? Donc déjà, quelle était la vision? Qu'est-ce que tu voyais? La vision, c'était de monter le premier salon virtuel de l'habitat. Donc tu étais un client particulier et tu venais d'arriver sur un portail qui était vraiment sous forme de salon. Et le but, c'était que tu retrouvais toutes les informations nécessaires dans la meilleure gestion de ta maison. Si tu voulais la construire, trouver un artisan, trouver un fournisseur d'énergie, etc. Donc tu venais trouver tous tes trucs. Et puis on vendait des stands à des grands industriels, des énergéticiens, etc. Bon, en gros, on a galéré à faire ça pendant 2 ans. On n'a rien vendu, on a failli mourir 15 fois. Et jusqu'au moment où on s'est dit, bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se remettre dans le contexte, en fait. Start-up en 2007... faire de l'offre grand public sur un portail internet avec de l'intermédiation, autant vous dire que déjà il y avait beaucoup de mots que le banquier comprenait pas et personne n'y croyait en fait, clairement. Et les investisseurs en région, investir dans des startups, il y a quand même un mec qui m'a dit ouais, t'es en train de refaire les pages jaunes. Je suis là, ok, bon, laisse tomber, on oublie. Donc du coup, tu te dis, ça marche. Donc là, on n'est pas sur le bon chemin. Tu es capable de te remettre en question. Et on a fait venir des consultants en stratégie. C'est pas vrai, mais c'est pour l'histoire, ça. Et on s'est dit, ok, on fait pas du particulier, on a développé une plateforme qui est intelligente,
Mais à l'époque, la plateforme, elle était pas... Cette plateforme intelligente, on l'avait pas tout à fait développée. C'était un gros PowerPoint, mais hyper bien designé. Donc tu cliquais dedans, mais en fait, elle n'existait pas. Et on a trouvé un premier grand client à qui on l'a vendu en disant ouais, par contre, il nous faut 4 mois d'intégration. Et donc là, on est passé en mode B2B. Donc on a vendu ça à des énergéticiens, à une plateforme qui était super bien faite, qui répondait à son besoin, mais qui en fait était un PowerPoint. Et on lui a dit ouais, il nous faut 4 mois d'intégration. Donc tu signes, et puis dans 4 mois, on te livre la plateforme. Et donc quand il a signé, il a fallu la développer, donc on a développé ça. Et donc premier client, génial, on a commencé à toucher notre marché, donc là on est fin 2009. Et puis début 2010, un acteur français du bâtiment lance une offre, des concurrents m'appellent en disant est-ce que tu es capable de nous le faire? Je dis oui, je vais te le faire, je suis en train de bosser dessus, on va devenir opérateur là-dessus. Et là on les a signés et on est passé de 50 000 euros de chiffre d'affaires à 10 millions d'euros en 4 ans, quoi. Donc ça a été la grosse phase de croissance. On a monté un réseau de 12 000 artisans, on a accompagné 70 000 chantiers. Enfin voilà, on a fait un gros job sur l'accompagnement des gens dans leur rénovation énergétique. On s'est versé des dividendes, enfin on était plutôt cool, quoi. Donc là au niveau des banques, j'étais pas obligé de faire des trucs tordus. Les banques nous prêtaient de l'argent sans problème. Donc juste qu'on revienne un petit peu, tu as dit qu'on est passé de 50 000 à 10 millions, juste avec un client? Non, avec non. Là, du coup, quand on en a eu un, boule de neige. on a signé plus de 100 distributeurs en 4 ans. Ça, on a celui-là, donc maintenant ils disent il a fait, donc je fais, donc voilà. Boule de neige. Et on est devenu la référence sur notre métier. Et du coup, on a signé tous ces gens de la distribution de matériaux en France. Maintenant, je vois un peu qu'on rentre un petit peu dans les, parce que tout ça, c'est possible parce que tu as une équipe derrière, parce que tu as une vision. Oui. Donc, parle-nous un petit peu. Donc, tu as dit que tu avais des personnes qui sont remplacées. Tu disais quelque chose dans la loge qui était intéressant, c'est est-ce que tu recrutes sur les valeurs aussi? Qu'est-ce que tu tolères pas chez toi? Qu'est-ce que tu tolères? Qu'est-ce que tu veux voir chez tes collaborateurs? Après, alors, nous, on recrute vraiment 2 types de gens aujourd'hui. Tu as vraiment, j'en parlais à la table ce midi, des profils tech, donc des développeurs, des spécialistes de la data, etc. etc. Ces mecs-là, ils reçoivent, même quand ils sont embauchés chez moi, ils reçoivent 3 propositions de job par mois. Donc, tu as plusieurs manières de... Enfin, t'as plusieurs manières d'agir. Soit tu payes toujours plus tout le monde, ce qui n'est pas du tout ma philosophie. Ouais. Nous, on se met au prix de marché, les prix normaux. Donc ça, c'est le premier thème. Donc c'est comment, pour nous, tu recrutes, voilà, comment tu crées une culture d'entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est nous-mêmes, enfin moi avec mon associé, 2 associés, on passe pas mal de temps au boulot, quoi. Donc sans faire des horaires de malade, hein, mais on passe quand même, comme tous, la plupart de notre temps, on travaille quand même. Donc, on se crée des environnements sympas. Ça, c'est le premier truc. C'est les bureaux doivent être cool, etc. Doivent être agréables. Donc, nous, notre sujet, c'est que cette culture d'entreprise et comment on intègre les gens et comment on va les rechercher, c'est le projet. C'est qu'est-ce qu'on a à leur vendre. On a la chance d'avoir un projet, d'avoir construit un projet qui est attractif parce que l'écologie, ça attire du monde, parce que la maison, ça parle à tout le monde, parce que les... Alors ça, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Parce que les technologies qu'on a utilisées dans notre plateforme attirent les développeurs, parce que comme ça, ils pourront l'avoir sur leur CV. C'était pas fait exprès. Hein, mais... Intéressant. Non, mais aujourd'hui, les mecs postulent chez nous, pour la technologie. Ouais. Je parle des développeurs. Et ensuite, la vision. Et on arrive à les payer moins cher que là où ils étaient en poste. Mais parce qu'il y a la technologie, que la vision et que la boîte, l'image de la boîte leur plaît. Et puis que régionalement, on commence à être connu régionalement, donc du coup... Donc ça confirme que l'argent n'est pas le seul motivateur, qu'il y a la culture, il y a la manière dont ils traitent, l'ambiance qu'il y a, la technologie, il y a d'autres choses qu'on peut ajouter que juste ce salaire. Exactement. Et par contre, il faut la gratification qu'on doit leur donner quand les mecs sont bons, boss, etc. Il faut aussi, en revanche, l'avoir toujours avant qu'ils te le demandent. Quand ils te le demandent, c'est qu'ils sont déjà partis, en fait. Donc, anticiper. Ouais. Ou alors ils te saignent. Donc, je blague pour ça, mais ouais, on a des mecs. On a un gars qu'on paye qui a 28 ans, on le paye 80 000 euros. Il a une propale d'une banque avec des bonus à 140. Alors là, tu fais attends, mais moi je sais pas jouer. Enfin, ouais. Mais il est resté. Waouh. Et pourquoi il est resté alors?
Parce qu'on l'associe dans le projet, parce que c'est un mec avec qui on a une super relation, qu'il est bon et qui dit j'ai pas terminé ce pourquoi je suis arrivé il y a 2 ans. On n'est pas encore au bout de ce qu'on doit prouver. Donc c'est approprié le projet, Ouais. il sent qu'il Ah ouais, contribue. c'est autant son projet que le mien. Ouais. Tu vois, on discute, il fait des choix sur les trucs. On fait des choix ensemble, mais il est partie prenante. Ce que tu n'auras pas dans un grand groupe, forcément, qui sera peut-être un peu plus éclaté. Là, tu as des mecs qui peuvent. Ils prennent leurs décisions, s'exprimer, et c'est eux qui créent le projet et qui créent le produit. C'est vachement compliqué de discuter avec quelqu'un, il me dit ouais, là, je vais mettre 3 jours. Ouais, s'il met 3 jours, 5 ou 1, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas juger de la capacité à développer du code et la rapidité. Je suis obligé de faire confiance. Et la confiance, voilà. Donc on fonctionne dans une entreprise avec beaucoup de confiance. Ça n'exclut pas du tout le contrôle. Yes. Parce qu'on a des objectifs, des timings. On fonctionne avec tous les 15 jours une démo de ce qui a été produit les 15 jours avant. Comme ça, l'ensemble de l'entreprise voit ce que l'on développe. À la fois, les techs voient ce que a fait le marketing ou le commerce. Et puis, le commerce voit ce qu'est en train de faire la technique. Parce que sinon, tu peux vite être sur 2 mondes opposés. Donc, tu es obligé de créer vachement de liens là-dessus. Donc voilà, on est les objectifs le lundi, le résultat le vendredi, et puis on regarde comment ça marche, quoi. Et puis des fois, on se plante, et puis des fois, on réussit. Des fois, on peut vite. Aujourd'hui, on a fait un autre truc. C'est qu'on crée carrément un écosystème et on permet à des gens de venir créer leur propre entreprise en développant sur notre plateforme sans avoir les connaissances technologiques. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple concret. Là, on bosse avec un bureau d'études. Donc, le mec, il est bureau d'études, ingénieur thermique, il a des équipes d'ingénieurs, il est très fort en son métier d'ingénierie. Il dit, ouais, moi, je voudrais développer un outil qui fait ça, ça, ça. S'il se met à le faire, il va falloir qu'il apprenne un nouveau métier, devenir informaticien, designer, mettre beaucoup d'argent, etc. Bah là, on lui dit, écoute, ton projet nous semble bien. On est prêt à t'accompagner et à investir avec toi. Amène toute ton expertise métier et on fait les développements pour toi et après, c'est toi qui l'ont. Donc les métiers, il est sur des métiers qui ne sont pas concurrents aux nôtres. Donc il va venir développer sur notre plateforme pour développer une nouvelle startup. Et on est en train de faire ça. Et là, on a pris 2500 m² de bureau à Nantes dans cet esprit-là en disant, nous, on en a besoin que de 600. Et tout le reste, on fait venir des gens qui sont proches de notre métier ou en tout cas avec qui on est potes pour bosser. Et on crée un environnement dans lequel tout le monde va venir développer des services. Alors on a un intérêt humain parce qu'on va être avec des gens qu'on aime bien. Plus on se voit à discuter au bar, au resto à côté, au machin, plus on progresse tous les uns aux autres. Et puis 3, j'ai un élément économique, c'est que j'ai des gens qui viennent développer sur ma plateforme, donc je gagne de l'argent, accessoirement. Forcément. Donc en gros, ce serait quand même du Intel qui vend à tous les ordi, en gros. Exactement. Ouais. Si on peut avoir que des gens, si tout le monde peut venir, s'il peut y avoir qu'une plateforme comme la nôtre, si on la vend pas aux autres, d'autres reconstruiront la même plateforme. Donc autant qu'on la vende aux autres. Donc quand vous pouvez développer un produit ou un service ou une technologie, vous pouvez peut-être vous poser la question, en quoi ça peut bénéficier d'autres personnes, donc elles peuvent utiliser le temps, l'argent qu'on a investi pour qu'elles y bénéficient aussi. Ouais, du coup, c'est 3 modèles. Il y a ceux qui vendent des produits, il y a ceux qui vendent des services, et il y a ceux qui ont une logique de plateforme. Mais là, on parle d'informatique, mais ça peut être de la logistique. J'ai besoin d'avoir un peu de logistique pour mon job. Est-ce que je crée moi-même ma plateforme? Est-ce que j'achète à quelqu'un? Est-ce que j'en fais une pour moi ou est-ce que j'en fais une que je mutualise avec d'autres? Et le temps de la mutualisation, aujourd'hui, tu le sens quand même de plus en plus, même dans les grands groupes qui ont beaucoup d'argent, ils préfèrent acheter et tester avec des gens qui ont déjà développé, donc mutualiser des choses. Ouais. Que de redévelopper tout eux-mêmes où ils savent qu'ils vont devoir passer par l'interne et qu'il va y avoir 3000 jours de développement pour faire un premier test. C'est ça. Et ça leur coûte une fortune, ça prend beaucoup de temps, alors que là, il n'y a plus beaucoup de temps. Quoi. Ouais. Ils doivent gagner du temps et de l'argent en plus, avec moins de risques. Aujourd'hui, tu vois, il y a 5 ans, les startups et les grands groupes, ça n'existait pas. Moi, je connais l'histoire, hein. Je l'ai vécu. 2007-2009, les startups, c'est faire des petites boîtes, ça servait à rien, ils savaient tout faire en interne. 2010-2012, on était concurrents. 2012-2014, ça a commencé à se dire mais est-ce qu'on est concurrents, est-ce qu'on peut bosser avec eux ou pas. Depuis 2014, tous les grands groupes doivent investir dans des startups. Ils ont tous monté leur fonds. Donc là, tu avais des appels entrants en disant voudrez vous voir parce qu'on veut investir dans des startups. Bah ouais, mais j'ai pas besoin d'argent, pourquoi tu m'appelles? Et là, aujourd'hui, actuellement, pendant que vous êtes là, il y a Porte de Versailles, 50 000 personnes. Il y a 50 000 personnes, 5 000 startups, au moins 200 groupes qui sont réunis dans un truc qui s'appelle Vivatech, où les grands groupes viennent s'encanailler
avec toutes les startups. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un grand groupe qui ne bosse pas avec une startup, il est nul. Donc maintenant, c'est l'inverse. C'est tout le monde doit bosser avec une startup. Mais ça se passe pas toujours bien. Mais ça, on va le voir après. Mais c'est un truc de malade. Ouais. En 10 ans, voilà comment nous, notre univers, il a changé. Et c'est pour ça qu'on est toujours obligé de s'adapter. Nous, on est comme la souris. C'est dans le traité des 5 roues, je crois, on parle de ça. Tu sais, c'est la souris et l'éléphant. Donc les grands groupes, c'est les éléphants. Et quand tu es la souris, en fait, tu bouges pour voir comment l'éléphant va bouger, quel va être son nombre et comment il va se positionner. Donc là, aujourd'hui, on commence à rebosser avec eux. Leur première action, c'est de dire « Ouais, mais attends, moi, si je bosse avec toi et que je viens développer mon service chez toi, je veux l'exclusivité. » Bah, non. Non, mais ça, vous me l'avez déjà fait en 2010, donc on va pas la refaire. Donc, si je signe une exclusivité avec toi, en fait, si tu veux, tu m'achètes. Ouais. Est-ce que tu as les moyens ? Oui, il a les moyens. Mais est-ce que tu en as envie tout de suite ? Non. Bah, tu sais quoi, on bosse ensemble, je te laisse, si on commence à bosser ensemble, je te laisse 6 mois d'avance sur les trucs qu'on peut développer ensemble, mais je vais pas te donner d'exclusivité. Donc, ça n'existe pas. Mais ça y est, ça bouge. Mais chez les vieux industriels, c'est encore, ouais, mais alors attends, je vais pas te racheter, par contre, est-ce que je peux rentrer au capital ? Bah ouais, mais mec, au bout d'un moment, j'ai déjà plein de mecs dans mon capital, donc il va falloir que je reste actionnaire quand même. Et tout est comme ça. Et en fait, c'est tout le temps. C'est rigolo. C'est pour ça que l'agilité, le fait qu'on change tout le temps et tout, ouais. L'agilité. On a changé 70 personnes en 2 ans, tu vois, t'as intérêt d'être agile, et même pour les gens chez nous. En fait, c'est cool, ils commencent à avoir des articles qui sortent là-dessus, c'est de dire, attends, venir bosser en start-up, c'est pas l'Eldorado, quoi. C'est pas plus c'est différent certainement d'autres types d'entreprises. Moi, j'ai fait les grands groupes avant les trucs, mais c'est pas plus simple. Tu bosses pas moins. Et puis, c'est pas parce qu'il y a un baby-foot et que tu vas faire un baby-foot pendant un quart d'heure que la vie, elle est plus cool. C'est un état d'esprit. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, pour répondre à ta question tout à l'heure, excuse-moi, j'ai complètement fait une grande boucle. Mais effectivement, les gens qu'on cherche aujourd'hui, et là, on fait attention, c'est l'agilité. Parce qu'on a eu des gens très brillants, mais qui étaient habitués à fonctionner dans un cadre très cadré. Ouais. Et qui se sont pas épanouis chez nous. Alors que c'est pas une remise en cause des compétences de ces personnes. Les mecs sont très bons, mais c'est qu'ils fonctionnent pas avec l'environnement, c'est ça. Ils s'intégraient pas dans l'environnement. Et l'autre truc aujourd'hui, parce que je me suis fait polluer, parce que ça fait des années, tu vois, où quand tu commences à faire ces changements, t'as toujours t'as les early adopters dans ta boîte qui te regardent à fond, t'as le milieu, bon ok, et puis t'as ceux de la fin qui te faut toujours embarquer. Et j'ai passé une énergie de malade, mais vraiment de malade. Alors, parce que moi, ce que je raconte là maintenant, le produit il existe, donc les équipes comprennent, mais quand je racontais ça il y a 2 ans, ou 3 ans, celui-là, bon, il est encore complètement en train de triper celui-là. Et donc j'ai passé énormément de temps à mobiliser ces gens. Sauf que tu as aussi des gens derrière qui te font un travail de sape. Et maintenant, moi, il y a un truc qui est clair, c'est que je ne veux plus travailler avec des gens... Je parle pas d'opérateurs pas spécialement qualifiés, mais en tout cas des gens cadres, les mecs négatifs et qui mettent des bâtons dans les roues de manière sournoise, ils disent ouais mais de toute façon ça marchera pas. Voilà. Dehors. Tu disais une chose intéressante que tu veux tuer. Tu veux tuer la négativité, quoi. C'est ça que tu disais. Ah ouais, clairement. Ouais. Moi je dis pas qu'on va réussir, clairement. Hein. Enfin, nous on change tout le temps, ça se trouve dans 6 mois, non pas dans 6 mois. On a un peu plus de visibilité que ça quand même, mais je sais pas, peut-être que dans 3 ans, je dirais bah non, le projet il a pas marché, on l'a pas trouvé, etc. On s'est planté. Et ça, en fait, je n'ai aucun problème avec le fait, c'est un peu plus à la anglo-saxonne. De tester et... Ouais. J'ai aucun problème à dire on l'a pas réussi parce qu'on a fait telle erreur, ou ça, on l'a pas fait assez vite, ou pas assez machin. Il y a tout un tas de raisons qui font qu'on peut se planter. Qui sont intrinsèques, ou enfin. Au moins t'apprends, pas vrai. Au moins t'apprends. Mais en revanche, putain, ne pas gagner parce que t'as pas joué le coup à fond, c'est exactement comme en sport. En foot, si tu vas tacler et que tu vas en ayant peur et en te crispant, t'es sûr d'avoir mal. Si tu vas à fond, il y a de grandes chances, limite c'est l'autre qui va avoir mal, mais pas toi. Mais en tout cas, tu peux pas y aller en mode arrêté, quoi. Et si tu vas crisper avec la peur, ça marche pas. Si tu vas en mode négatif, ça marche pas. Et si toi, tu vas au front, comme les chefs des guerriers mongols, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'ils faisaient, mais que derrière, t'es parti en courant, mais que les mecs, en fait, ils sont tous balles arrêtés en disant ce qu'ils racontent, de toute façon, ça marchera jamais, bah t'es sûr de te planter, quoi. Ouais. Donc, t'es obligé d'avoir des gars
enfin, il y a des femmes, qui sont pas forcément être obligé d'être à 150% comme toi, mais au moins à 100, enfin à 100. Et puis tu peux en avoir à 80, mais tu peux pas avoir des mecs à 20%. Donc oui, la négativité, t'y crois, bah tu restes et tu bosses avec nous. T'y crois pas, bah on trouve une solution ensemble pour que tu t'épanouisses ailleurs. Parce que si t'es négatif, tu vas pas t'épanouir chez nous. Si tu t'épanouis pas, au bout d'un moment, tu vas polluer tous les autres. C'est ça. C'est comme un virus qui se propage, quoi. Ah, et ça se propage vite. Ah ouais.